pays pauvre en ressources naturelles en Afrique. Il n'y en a pas. Bon, le cas de la Mauritanie, qui est mon pays, c'est à 90% de désert, 10% de couverture végétale. Mais ça fait 2 fois la France. C'est un pays peut-être peu connu, mais c'est un pays qui a une longue histoire. Ça veut dire le pays, son histoire commence à 300 ans avant Jésus-Christ, avec l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, peut-être vous en avez entendu parler, c'est l'un des plus grands empires africains. L'un des plus grands empires africains, c'était les Soninké qui étaient là, comme Tunka, comme empereur, et puis les autres peuples, les Peuls en l'occurrence, c'était eux qui guerroyaient, mais il y avait des Sérères aussi, il y avait des Wolofs, il y avait des Bambara. Donc voilà, donc grosso modo, quand on parle de la Mauritanie, on parle souvent que c'est seulement un pays d'Arabes ou bien de Berbères, non. Les Arabes sont venus après, au 7e siècle. Ils sont venus au 7e siècle, donc ils ont trouvé des populations autochtones qui étaient là déjà avec une civilisation bien avancée. Les Almoravides sont venus, ils se sont installés en Mauritanie. C'est à partir de la Mauritanie que les Almoravides ont créé Marrakech et puis sont partis coloniser l'Andalousie espagnole comme vous connaissez. C'est à partir de la Mauritanie. Voilà. Donc la Mauritanie, avec cette histoire, c'est un pays qui est vaste, mais avec très peu de population, qui représente à peu près 4 millions d'habitants. C'est un pays majoritairement noir, mais dont les politiques sont gouvernées par des Arabo-Berbères. Voilà, ça c'est, grosso modo, c'est pour brosser la situation, pour que vous sachiez de quoi ça retourne. C'est un pays, effectivement, qui connaît des fluctuations politiques énormes. Vous en avez entendu parler dans les années... L'esclavage. Voilà, exactement, l'esclavage, la discrimination raciale qui sévit, qui continue à sévir. Mais il n'en demeure pas moins, c'est un pays, disons-le, qui avance à petits pas, mais sûrement. Mais ces petits pas, justement, nous les contestons. Nous les contestons en tant qu'intellectuels, en tant que Mauritaniens, en tant qu'Africains, en tant que Panafricains. Parce qu'on aurait pu aller on aurait pu mieux faire, mais ce n'est pas le cas. Bon, pour ce qui concerne les ressources minières en Mauritanie, surtout le fer, c'est des ressources qui sont connues depuis El Bakri, ça veut dire l'historien andalou qui en a parlé au XIe siècle. Et puis dans la mémoire collective mauritanienne, on dit que dans le nord, parce que la carte géologique mauritanienne est scindée en 4 zones. Il y a la dorsale Regueibat, ça veut dire dans le septentrion mauritanien, ça veut dire dans le nord de la Mauritanie. Et puis il y a l'Atlantide, il y a les Mauritanides, et puis il y a le bassin de Taoudéni. Le bassin de Taoudéni, retenez bien ce nom, c'est l'un des bassins les plus importants en ressources minières dans tout le continent africain. Ça va de la Mauritanie au Niger en passant par le Mali et puis l'Algérie. Le bassin de Taoudéni, retenez bien ça, parce que vous en entendrez parler en géologie et puis vous en entendez parler par les multinationales. D'ailleurs, beaucoup de forces maintenant se positionnent justement dans cette région. Pourquoi? Parce que les richesses sont énormes. C'est pas pour rien qu'on parle de djihadisme dans cette partie du Sahel. C'est pas pour rien. Donc retenez bien le bassin de Taoudéni. Vous en entendez parler dans les années à venir et dans les décennies à venir. C'est très 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 important. Bon, pour ce qui est de la Mauritanie, la dorsale de Guelba saoudite dans le septentrion mauritanien, c'est là-bas où se trouve le potentiel minier mauritanien concernant le fer. Seulement concernant le fer. Parce que concernant l'or, ça veut dire c'est dans l'est mauritanien, dans le sud-est mauritanien et dans le centre de la Mauritanie. D'ailleurs, vous en avez entendu parler peut-être de Transgest et autres, avec les firmes canadiennes qui l'exploitent. Mais dans le septentrion mauritanien, c'est à peu près 7 milliards de tonnes de fer qui sont localisées dans le septentrion mauritanien. Et puis, l'exploitation a commencé depuis la fin des années 50, ça veut dire en 59, avec la mine de fer de Mauritanie, Miferma, que vous avez entendu parler, qui a exploité les infrastructures existent. Les infrastructures existent en Mauritanie. Et depuis, par exemple, Derek jusqu'à Nouadhibou, c'est le train minéralier le plus long du monde. Ça veut dire 2 km chaque fois qu'il prend des ressources des mines de fer
pour les amener au port minéralier de Nouadhibou, c'est 2 km, un train de 2 km. C'est le train le plus long du monde. Ça veut dire, donc les infrastructures existent. Le port minéralier, c'est l'un des ports les plus importants en Afrique, parce que la Mauritanie, c'est le deuxième exportateur de minerais de fer après l'Afrique du Sud. 13 millions de tonnes. Les projections pour 2025, c'est à peu près 40 millions de tonnes. Bon, on en reviendra parce que nous qui connaissons justement ce domaine, nous disons que ce n'est pas la peine. Ça veut dire exporter pour exporter, ce n'est pas la peine. Exporter pour exporter, ce n'est pas la peine. Donc, maintenant, nous exportons 13 millions de tonnes annuellement. Mais les ressources sont gâchées parce que la SNIM, la Société nationale industrielle et minière, ça veut dire la mine de fer, a été nationalisée en 1973, le 28 novembre 1973. Et puis, c'est en ce moment aussi que nous avons eu la monnaie nationale louguienne. Parce qu'il y avait des forces démocratiques en Mauritanie qui combattaient justement le colonialisme français, disons-le proprement, et puis qui disaient que la Mauritanie devait être indépendante financièrement, industriellement. Donc c'est en ce moment, à la surprise générale de la France et puis de tous les autres États, que la Mauritanie est sortie de la zone CFA et puis qu'a nationalisé ses mines de fer en 1973, le 28 novembre. Donc nous tous, nous étions éveillés, nous étions de jeunes collégiens, nous étions au collège, nous étions en troisième, nous étions là contents parce que chacun veut que son pays avance. Chacun veut que son pays avance. Ah oui, nous étions contents, on a bien chanté, dansé dans les rues de l'Afrique, mais c'était ça. Et puis, on en est fiers jusqu'à présent parce que la SNIM, c'est le fleuron de l'industrie mauritanienne. C'est le fleuron de l'industrie mauritanienne et toutes les recettes, généralement d'ailleurs, l'État mauritanien survit grâce à la SNIM. Sans ça, l'État mauritanien allait tomber en faillite. Disons-le clairement, elle s'est diversifiée, mais elle n'a pas pu gérer depuis 1973 jusqu'à nos jours, elle n'a pas pu gérer convenablement les ressources minières. Parce qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin en Mauritanie. L'expertise mauritanienne est reconnue dans le monde, au point de vue mine. Ah, oui, oui. La première expertise africaine au point de vue mine qui est reconnue dans le monde, c'est l'Afrique du Sud. Elle bat la France en expertise minière, l'Afrique du Sud. Elle bat la France en expertise minière. Ça, c'est connu. La Mauritanie a une expertise minière très solide. Donc, par exemple, ce que vous disiez, je complète ce que vous disiez, l'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie, c'est un pays entre les deux, le monde arabe et l'Afrique de l'Ouest. Jusqu'en 1989, nous étions considérés comme un pays ouest-africain, maintenant nous sommes considérés comme un pays du Maghreb. Il n'en demeure pas moins que nous sommes ouest-africains. En géographie, en histoire, en stratégie, c'est ce qu'on nous dit. Dans les grandes écoles, dans les grands instituts, on est en Afrique de l'Ouest. La Mauritanie se trouve en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que c'est un pays qui peut être la liaison entre les deux mondes et puis qui peut justement, avec, comme l'a dit d'ailleurs Pierre Boudiaby Atepa, l'Afrique de l'Ouest en elle-même, ça veut dire la CEDEAO, regorge de 27 milliards de tonnes de minerais. 27 milliards de tonnes. Vous comprenez? Donc s'il y a une expertise qui est là, et puis qu'il y a par exemple une concordance entre ce que vous avez vu, le Libéria, la Sierra Leone, le Nigeria qui regorge aussi, et puis par exemple la Guinée et tous les autres pays, si vous faites par exemple une synergie, généralement ça devrait marcher. Et puis les Africains ne pourront pas dire qu'on ne connaît pas, parce que les intelligences sont là. Le Sénégal, peut-être vous ne le savez pas, mais c'est un pays où il y a énormément d'intellectuels. Ça, je félicite vos gouvernements précédents. Hein. Ça veut dire que vous avez misé dans l'immatériel. L'immatériel, c'est la formation, l'intelligence. Vous avez misé là-dessus jusqu'à une date récente, et ça, il faudra l'encourager, aller de l'avant. Parce que les Sénégalais, ils sont partout, et vous avez des compétences. Ça, je vous le suivrai. Hein. Vous avez des compétences. À travers le monde, c'est reconnu. Donc ça, il faudra l'exploiter, mais il faudra que vous soyez aussi ferme dans vos intentions, ne pas être corruptif. N'acceptez pas la corruption. Quand vous êtes là, vous plaidez pour un changement de gouvernement, vous voulez que ça aille de là. Le jour que vous êtes dans le gouvernement, vous virez Kazakh. Vous virez Kazakh tout de suite. Ça veut dire que c'est un changement radical. Vous complotez avec les firmes multinationales, alors que même dans le secteur informel, c'est reconnu en Afrique. Vous avez des intelligences.
même dans le secteur informel. Ça, il faudra que vous le sachiez, que vous fassiez évoluer justement ça. Concernant la Mauritanie, nous avons cette expertise. Nous avons cette expertise, on peut apporter cette expertise auprès de la CEDEAO ou auprès d'autres nations. Vous comprenez? Mais les mines de fer en elles-mêmes, ça veut dire avoir énormément de mines de fer, l'Afrique en regorge, mais ce n'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est pouvoir travailler les ressources et avoir des ressources stratégiques. Tous les pays, moi je me suis spécialisé là-dessus, donc je vous le dis, tous les grands pays du monde, vous verrez, par exemple, quand on parle de multinationales, vous ne verrez jamais une multinationale africaine. Les 5 plus grandes multinationales, qu'est-ce qu'elles sont? Hein? Elles sont australiennes, elles sont américaines, elles sont anglaises, hein? elles sont néerlandaises, hein? Elles sont canadiennes. Aucune africaine dans les 5 premières. Alors que les plus grosses mines du monde se trouvent en Afrique. Pourquoi ça? Parce que les Africains ne misent pas sur justement leur potentialité, leur capacité et n'ont pas confiance en eux-mêmes. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous ne pouvez pas aller loin. Tous les grands pays ont des ressources stratégiques qu'ils gardent. Ça veut dire qu'on vient exploiter chez nous toutes nos ressources, hein, alors qu'eux, ils gardent nos ressources stratégiques. Parce que demain, les ressources seront très chères. Maintenant, ils sont en train de parler d'aller exploiter des ressources dans d'autres planètes. Dans d'autres planètes. Ils envisagent ça. Nous sommes encore terre à terre. Donc nos ressources, même si on en regorge, il faudra garder des ressources stratégiques. Il faudra en conserver, dire que ça existe, mais on ne les exploite pas. On ne les exploite pas. C'est pour demain, pour les générations futures, pour 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Parce qu'en ce moment, la bataille des ressources sera immense et sera féroce. Donc c'est pourquoi je vous dis que même si on a beaucoup de ressources,